Merci, Monsieur le Président. Merci au président de la Société marocaine de pédiatrie et l'Association des pédiatres de la région de Tensift. Et sans oublier professeur Moussaoui et docteur Tarji pour de nous avoir impliqués et nous faire participer à ce grand rendez-vous et surtout nous faire rencontrer. Essayer de faire des liens avec les pédiatres avec qui on travaille, parce que on travaille autour des mêmes personnes, les enfants et les adolescents, et du fois on a du mal à se parler, à échanger, et c'est très important justement de pouvoir faire ces liens-là et que ce soit justement pérennisé dans les prochaines rencontres. Donc sans tarder, je vais parler de l'adolescence et la violence. Professeur Moussaoui tout à l'heure disait la pédopsychiatrie c'est l'enfant oublié. Eh ben l'adolescent il se fait pas oublier, il s'impose. Au jour d'aujourd'hui, l'adolescent, de par cette violence de l'adolescence elle-même, et il est bien là, il est présent dans vos consultations, dans les préoccupations des parents que vous recevez. Chez nous aussi, on a vraiment, on reçoit des parents désemparés, des enseignants, des directeurs d'établissement qui nous appellent, tout aussi perdus et désemparés face à des situations des fois de violence ou de tension au sein des établissements également. Donc je vais essayer de parler du phénomène de l'adolescence sur le plan psychologique, mais surtout aussi sur le plan neurobiologique. J'ai été formée au CPU et j'ai eu la magnifique chance d'être très bien formée en neurobiologie grâce à Monsieur Moussaoui pour qui c'était très important, à côté de toutes bien sûr les formations en psychothérapie et autres. Mais au niveau de l'adolescent, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'adolescent. Voilà pourquoi on va en parler. Puis la clinique, comment elle se manifeste, cette violence chez l'adolescent, parce que c'est pas la même chose que chez l'adulte. Les nouvelles violences d'aujourd'hui, parce qu'on a de nouvelles formes de violence. J'ai rajouté quelques diapos à la dernière minute parce que je ne savais pas que Dr Gillon n'allait pas être là. Donc au sujet des violences scolaires, parce que c'est quelque chose aussi qui fait partie énormément de notre pratique clinique et de nos consultations, et voir comment on pourrait répondre s'il y a réponse à faire, parce que ce serait illusoire de comme ça parler de répondre à quelle réponse donner à la violence en tant que professionnel bien sûr. Donc cette adolescence nous fait peur à nous, les professionnels, les enseignants, les parents, la société en général. Parce que elle menace l'ordre social, voire moral, et on voudrait la réduire, vraiment la contenir coûte que coûte. C'est ce côté étrange, imprévisible et impulsif, souvent prêté aux adolescents, qui est à l'origine de l'inquiétude des adultes. Bien sûr à cause de la grande fréquence du passage à l'acte. Et l'agressivité avec les violences qui vont donner une image très négative au niveau social aux yeux par rapport aux adolescents. Et là, on a plusieurs questions qui nous viennent en tête. Est-ce que c'est nouveau cette problématique de l'adolescence, de la violence à l'adolescence, ou bien est-ce que c'est plutôt en relation avec une défaillance éducative, finalement une crise d'autorité dans notre société? Ou bien, comme disait Freud déjà dans les années 70, dans les années 60, un malaise dans la civilisation. Ou bien il y a quand même un lien avec cette médiatisation excessive. On voit dans les réseaux sociaux de plus en plus de vidéos, de contenus qui vont visualiser, qui vont des adolescents en crise, en conflit, des phénomènes agressifs. Ou finalement aussi il y a aussi quelque chose en lien avec ce libéralisme, ce capitalisme effréné, ce besoin de liberté donné à l'adolescent. Donc, quand on veut parler de l'adolescence, on va entendre des références négatives. Ce n'est ni l'enfance, ce n'est ni l'âge adulte. C'est quoi alors? Ce n'est certainement pas que la puberté. Parce qu'on a tendance à vraiment banaliser, en tout cas, ou voilà, et le ramener à la puberté. C'est certainement pas que ça. C'est effectivement une transition entre l'enfance et l'adolescence, entre l'enfance et l'adulte, où justement on est entre les deux, on est très vulnérable, en attendant justement d'avoir les capacités d'aller vers l'âge adulte. C'est une période où il y a une crise
et une mise en scène de conflits. Bien sûr que c'est à partir du corps que se passe l'ancrage est corporel, l'adolescence. C'est d'abord un phénomène physiologique, des modifications corporelles, mais c'est surtout un phénomène psychologique, social et culturel. C'est vraiment ça dont il s'agit et c'est vraiment à ce niveau-là que je voudrais attirer votre attention. Qu'est-ce qui change? Bien sûr, il y a énormément de transformations. Les trois principales corporelles que vous connaissez tous mieux que moi, cognitives, parce que vous allez voir qu'il y a au niveau des fonctionnements cognitifs et de la pensée des transformations, mais surtout psychologiques que je vais essayer de développer avec vous. Donc le corps au premier plan, hein, c'est vraiment le corps qui est au premier plan, qui va faire vivre à l'adolescent des transformations sans lui demander son avis en fait. Il est vraiment très passif. Ça se passe avec ou son accord. Ou sans son accord, je veux dire, ça se passe malgré lui, ces transformations. Une nouvelle enveloppe qui se met en place, fragilisant, parce que elle va vraiment, il y aura des caractères sexuels primaires et secondaires qui vont émerger et qui vont faire rendre cette intimité qui était invisible, elle va devenir visible. Même si l'adolescent tente de la cacher, on va voir des adolescents qui vont avoir le dos courbé, qui vont se cacher, qui vont mettre des vêtements très amples, très oversize. On a toute une mode vestimentaire et les capuches, les fameuses capuches. Je sais pas si vous recevez des ados, souvent ils sont et ils vont essayer vous allez à peine voir si vous arrivez à voir leur regard, une posture très particulière de l'adolescent en consultation en tout cas, et ce corps-là qui échappe au contrôle de l'ado. C'est vraiment les contours du corps qui changent, le visible qui est nouveau, inconnu, le corps qui jusqu'alors était maîtrisé, va en quelque sorte échapper à l'adolescent. C'est violent. La violence, elle est déjà là. C'est ces modifications corporelles qui sont déjà à l'origine d'une violence perçue, vécue et ressentie par l'adolescent. Cette fonction protectrice du corps qui contenait une intimité, des émotions et des désirs que l'adolescent souhaitait garder pour lui vont maintenant être visibles au regard de tout le monde. Et vous allez voir l'ado qui va rougir, qui va avoir de l'émotion quand il va parler, qui va avoir des maladresses au niveau gestuel parce que il est trahi par cette fragilité. Donc on va dire que il va devoir abandonner c'est l'idéal qu'il avait esthétique de ce corps pubère qu'il se construisait quand il était enfant. Quand je vais être ado, je vais ressembler à ça. Mais finalement, quand il est ado, il ressemble pas forcément à cet idéal-là. Et c'est très différent, loin des conséquences pubertaires qu'on va voir, l'acné, le surpoids, les autres problématiques corporelles. Et en plus, l'inquiétude d'un sexe qui devrait fonctionner bien et devrait être normal, d'où beaucoup d'angoisse de performance. C'est comme si l'adolescent, j'aime beaucoup cette citation, devait faire avec un double corps. Celui de l'enfance, qu'il connaissait bien, familier, qui a reçu toutes les expériences de désir, de plaisir et de déplaisir, et ce corps pubère, qui est un corps nouveau, non familier, sexualisé, et non représentable parce qu'il est lieu d'éprouver encore inconnu. C'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça qui est difficile et violent pour l'adolescent. Les transformations psychiques, la poussée pulsionnelle, ce désir libidinal qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on donne à l'adolescent comme moyen de gérer tout ça? Le travail d'appropriation qui s'oblige à lui, qui l'oblige à faire avec un nouveau corps sexué pubère, une nouvelle identité, parce que tu lis le morahiq, l'adolescent, au niveau social, un nouveau statut social, un changement qui va engager l'ado, mais qui va engager sa famille et son entourage, on va avoir un repositionnement de sa place au niveau de la société et au niveau de sa famille. Maintenant, il faut faire avec un ado, ce n'est plus l'enfant. Même au sein de sa fratrie, avec ses parents. Les relations avec les parents vont changer, avec les amis, il y aura des intérêts nouveaux, des changements de comportement, d'humeur, de goût, de choix vestimentaires, vous le voyez, de nouvelles préoccupations,
L'adolescent va modifier son statut psychosocial avec la reconnaissance d'une autonomie. C'est quelque chose qui est fondateur. Cette autonomie, il l'attend. Ce qui va changer vraiment sa place d'une manière symbolique dans le groupe social et le regard des autres sur lui. Parce que maintenant, on l'encourage dans cette autonomie et on n'arrête pas de dire, voilà, maintenant, tu peux être autonome, tu peux faire des choses tout seul et tu peux être indépendant. Tout ça va générer des réactions très différentes d'un ado à l'autre. Je ne dis pas que c'est un phénomène qui va ressembler, qui va être le même chez tous les adolescents. Un adolescent ne ressemblera pas à un autre adolescent. Et chaque adolescence va être vécue différemment selon chaque adolescent. Mais c'est quand même, ça reste une étape difficile d'élaboration qui va être en cours et qui peut donner à voir des réactions, des passages à l'acte, sans rapport avec la pathologie. C'est ça ce qui est important pour le clinicien, vous les pédiatres, c'est que vous allez avoir des parents qui vont vous raconter, ou des adolescents, et qui vont vous raconter des passages à l'acte, mais qui ne sont pas forcément inscrits dans un cadre psychopathologique. Et c'est ça le challenge du clinicien ou du professionnel, de faire la différence. Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans le cadre de l'adolescence normale, de la violence normale de l'adolescent, ou est-ce qu'on est dans la psychopathologie? Parce que l'approche et l'attitude est totalement différente. Et j'insiste ici sur le fait que l'agressivité est une voie de décharge. C'est un moyen pour l'adolescent de se décharger des conflits et des tensions psychiques dans lesquels il se retrouve. Et que là, c'est là où on voit ceux qui sont sauvés par le sport. Les ados qui sont accros au sport. Et ben ça, c'est vraiment ce qui va pouvoir les orienter, en tout cas les déplacer cette agressivité, cette violence de décharge dans un cadre beaucoup plus structuré, beaucoup plus adapté et beaucoup plus adapté socialement. Pour dégager la pensée, parce que penser à l'adolescence est insupportable. Alors, on n'arrête pas de dire réfléchis, réfléchis avant de faire, réfléchis avant de passer à l'acte, mais pour lui, réfléchir est insoutenable. C'est l'agir qui est là, qui va court-circuiter effectivement cette pensée. L'adolescence, un paradoxe, il se retrouve devant un paradoxe, il doit choisir la double contrainte, narcissique et objectale. Objectale pour dire les liens avec les autres. Il a un double défi. Est-ce qu'il doit se centrer sur lui-même et se construire une estime de lui, parce que c'est à ce moment-là que ça se construit. Et en même temps, il faut qu'il plaise aux autres et qu'il soit ami avec les autres et qu'il puisse compter parmi le groupe et qu'il puisse être important et désiré par le groupe. C'est très compliqué, c'est énorme comme travail d'élaboration psychique. Quand on en parle comme ça, on n'a pas l'impression que c'est lourd, mais c'est pas facile. C'est pas facile de le faire dans le contexte, surtout d'aujourd'hui, actuel. Le cerveau de l'adolescent, alors c'est un cerveau à deux vitesses. C'est ça ce qu'on a du mal à imaginer et à comprendre, mais au niveau du comportement, ça se reflète tout à fait. Parce que vous avez, à l'adolescence, un cerveau qui est beaucoup plus développé sur le plan limbique, le système limbique, le cortex limbique. Donc, un adolescent qui va plus développer et investir des habiletés sociales, les relations interpersonnelles, le décodage et les réponses émotionnelles. Il est à fond dedans. Il les vit, mais alors là, d'une manière brutale et intense. Il est entier au niveau émotionnel. Alors qu'à côté de ça, au niveau préfrontal, ce fameux cortex préfrontal qui va tarder à se développer jusqu'à l'âge de 20, voire 24 ans, en décalage par rapport aux autres structures cérébrales, eh ben, le contrôle des émotions va faire défaut. C'est difficile. Le contrôle des émotions, des pulsions, et le raisonnement et la réflexion, la planification, tout ça va se faire beaucoup plus en retard. Donc, il est dans l'émotion, dans tout ce qui est émotionnel. On voit bien les études d'imagerie fonctionnelle qui sont publiées on va trouver ça dans les grandes revues pédiatriques, neuropsychiatriques, etc., que vraiment c'est repris par les images et par les articles, le retard, le décalage de la maturation du cerveau limbique de l'ado par rapport au cerveau préfrontal. Ce développement en décalage va faire que c'est un cerveau en grande vulnérabilité. Parce que si
Au cours de l'adolescence, il y a de nouveaux câblages sur le plan cognitif qui se font, il y a des liens, il y a de nouveaux réseaux neuronaux. Il perd des neurones, mais par contre, les réseaux et les communications fleurissent. Il y a une arborescence énorme et très riche des connexions. C'est là où il est en train d'apprendre et d'ingurgiter une grande quantité d'informations sur le plan apprentissage. Mais, et en même temps, il est dans la recherche de récompenses immédiates parce que c'est le système dopaminergique qui est en action à ce moment-là. Et donc là, c'est pour ça qu'on voit de l'impulsivité, de la recherche de sensations fortes, les conduites à risque, les vulnérabilités aux addictions et aux substances psychoactives, puisqu'elles vont venir stimuler ce système dopaminergique, et donc on va avoir énormément d'appétence et d'exposition à ces substances. Quelle place et quelle est la fonction de la violence à l'adolescence? Elle a une fonction. Elle doit être là. Un adolescent sans violence devrait nous inquiéter. Après, bien sûr, la forme de violence est à discuter, mais elle doit être là. Physiologiquement, elle est là, elle fait partie du processus de l'adolescence. La réponse, c'est la réponse d'un ado face à une épreuve qui va exiger un travail de pensée, comme j'ai dit tout à l'heure, ce travail de pensée qui lui fait défaut, qui est difficile pour lui, parce que finalement, passer à l'acte reste une solution magique qui va lui permettre de se passer, de ne pas avoir besoin de penser et de négocier. Voilà, c'est trop facile. Négocier en plus avec qui? Souvent, l'ado, il veut dire, je vais parler à qui? Il a eu des expériences très décevantes quand il a voulu confier sa pensée jusque-là face à des adultes. Décevantes, il a été trahi, on lui a menti, on l'a pas compris, on l'a culpabilisé, on l'a stigmatisé, on l'a jugé, et donc finalement il abandonne. À quoi bon parler? À qui je vais parler? À qui je vais donner ce secret, à qui je vais confier tout ça? Finalement, pour lui, c'est beaucoup plus légitime et plus facile de passer à l'acte. Parce qu'en plus, vous avez un écart. Il se retrouve vraiment subi à deux forces contraintes. L'image narcissique qu'il doit construire pour la projeter vers les autres est très différente de sa vraie image, de ce qu'il pense lui, de sa propre valeur. Il projette, il veut projeter quelque chose de très valorisé et valorisant aux autres. Mais lui, finalement, en vrai, ce qu'il pense de lui est très, très, très négatif. Il a énormément de haine, de colère et de honte par rapport à ce qu'il a comme perception de sa propre valeur. Donc finalement, le passage à l'acte, c'est ce qui lui permet de dissoudre tous ces affects négatifs et d'échapper à l'angoisse. La tension pulsionnelle finalement va se décharger à travers cet acte violent. Il y aura un apaisement, comme pour tout acte violent, et un sentiment finalement d'efficacité et de contrôle, ce qui va l'aider. On va revenir vers la boucle. Ça va nourrir son narcissisme. Enfin, au moins, je sais faire ça. Au moins, je fais quelque chose. Je passe à l'acte. Je suis pas passif. La neurobiologie de l'impulsivité et de l'agressivité va questionner énormément de circuits neurobiologiques. Bien sûr, on a énormément d'écrits sur l'hypoactivité sympathique périphérique, qui a été énormément documentée dans les articles. Je vous laisse la bibliographie, beaucoup d'articles qui relatent ce sujet. La testostérone, ça ne veut pas dire que qu'il y a un lien qui est systématique, linéaire. Aussi l'axe hypothalamo-hypophyso-corticotrope, le cortisol. Mais il y a beaucoup de débats sur l'effet du cortisol et le rôle du cortisol par rapport à la violence à l'adolescence. Mais par contre, ce qui est par contre fait maintenant, le débat est très très rapporté dans les écrits, c'est le rôle des neurotransmetteurs, essentiellement le tryptophane et la sérotonine, en interaction avec d'autres neuromédiateurs,
dopaminergique, GABAergique et glutamatergique. Et vous voyez, vous avez un schéma là-bas où vous avez la sérotonine au centre de énormément d'autres circuits neurotransmetteurs, qui est vraiment le chef d'orchestre et qui va influer en tout cas l'expression de la violence et de l'agressivité à l'adolescence. Ça reste un élément, un acteur clé dans le contrôle de l'impulsivité et de l'agressivité d'une manière générale. Alors, on a parlé tout à l'heure, Dr Moussaoui a parlé de la génétique et de l'environnement. Ben, on est en plein dedans. C'est vraiment une application de l'approche biopsychosociale, l'adolescence et l'agressivité à l'adolescence. Parce que on a trouvé des polymorphismes génétiques et des gènes candidats qui vont prédisposer un adolescent à être violent, en relation avec des gènes transporteurs de la sérotonine, de la monoaminoxydase et de la COMT, catécholamine monotransférase. Mais si on a effectivement ces gènes candidats, ils sont en résonance avec des événements de vie, avec un environnement. Si cet enfant-là, en plus, a été exposé à de la maltraitance, à des sévices, à de la négligence, vit dans un environnement stressant, avec de la violence intrafamiliale, conjugale, des parents avec de la psychopathologie eux-mêmes, eh ben, vous allez avoir effectivement une interaction et un phénomène d'épigénétique, donc gène-environnement, et vous allez avoir des manifestations de violence qui vont aller vers la pathologie au-delà de l'agressivité normale. Donc, vous allez voir que par rapport à ces gènes, à cette prédisposition génétique, on va voir que il y a moyen au niveau de l'environnement de contourner, ou en tout cas de dépasser cette vulnérabilité génétique par le sport, l'environnement bienveillant, sécurisant, l'environnement scolaire avec les défis et le challenge de l'apprentissage qui va pouvoir effectivement contenir tout ça. On a à l'adolescence des troubles de caractère ponctuel. On les connaît tous, mais c'est des troubles de caractère ponctuel. Ce n'est pas de la violence psychopathologique, on va dire, ou pathologique. On a de l'impulsivité, de l'irritabilité, de l'imprévisibilité, tout ça, on le voit. De la brutalité dans les décisions. C'est l'adolescent, il va prendre des décisions d'une manière très brutale. Il va aussi fabuler, il va mentir. Ça, c'est des phénomènes physiologiques à l'adolescence. Il va avoir une humeur très labile. Dans la même journée, il peut être très content, euphorique, il est en extase. Et et une demi-heure après, il s'effondre en larmes, il vous dit je suis au bout de ma vie, je suis très mal. Beaucoup d'identification massive, transitoire, idéalisation aussi excessive, beaucoup d'excentricité, on le voit, vous le voyez au niveau vestimentaire, au niveau postural, au niveau attitude. Et des comportements alimentaires anarchiques temporaires. Vous allez avoir des comportements boulimiques, anorexiques qui peuvent être temporaires et transitoires à l'adolescence. Donc, comment ça se manifeste tout ça chez l'adolescent? Verbal, bien sûr, on connaît, menace, insulte. Psychologique, la pression à l'école est une violence que vit l'adolescent. L'harcèlement, le chantage, le racket, l'espionnage, les négligences familiales, les nouvelles formes en réseau, on va les voir, les nouvelles violences maintenant en réseau, sur le plan des réseaux sociaux. Les violences physiques, les coups, les armes, les objets, les destructions des biens au niveau d'établissements scolaires. On détruit et on vandalise l'établissement scolaire. On a aussi beaucoup parlé entendu beaucoup parler des vols au niveau des supermarchés, souvent commis par les adolescentes, jeunes filles, ou les conduites à risque en véhicule. L'auto-agressivité, ces fameuses tentatives de suicide, et surtout ces scarifications ou ces automutilations que vous voyez, vous, en tant que pédiatre. C'est ça qui, des fois, est à l'origine d'un suivi ou de fait d'adresser ces adolescents en suivi pédopsychiatrique. Et puis, les violences sexuelles, qui sont une catégorie à part que je ne vais pas développer dans ma présentation. Les facteurs impliqués, vous avez des facteurs environnementaux et des facteurs personnels. Les facteurs environnementaux, ne serait-ce que le changement de statut social et les stéréotypes sociaux. Parce que nous, on attend de l'ado qu'il soit violent, nous-mêmes, en tant que société. Ah oui, l'ado, il est violent. On a des stéréotypes et des préjugés. Interaction
la qualité de ses interactions avec le groupe, avec qui il est ami, cet enfant, cet adolescent. Ça compte énormément, la qualité et le type d'interaction groupale, et les comorbidités, bien sûr, excessives, et les exigences, je veux dire, et les contraintes par rapport à la réalité, quand on met la pression sur la réussite scolaire, sur les challenges sportifs, sur tout autre, on va dire, objectif, c'est une violence. C'est quelque chose qui va favoriser l'émergence de la violence chez l'adolescent. Et puis, bien sûr, les facteurs internes, on le sait, cette excitation, cette pulsion libidinale, l'angoisse, le besoin de décharge de l'angoisse, et le fait de passer de la passivité à l'activité, hein, à travers la violence. Et bien sûr, toutes les modifications physiques, hein, force musculaire qui est là, il devient fort, l'adolescent. Il vous le fait sentir. C'est quelque chose qui est vraiment visible de l'extérieur. Oui. Docteur Drami, c'est passionnant. Oui, j'arrête. Voilà. Oui. Alors, je vais très très vite passer les facteurs de risque. Donc, les facteurs individuels, vous en tant que pédiatre, les complications à la naissance obstétricale, la prématurité, les complications obstétricales, l'hypotrophie sont des facteurs à risque largement documentés dans la littérature par rapport aux violences chez l'adolescent. Bien sûr, le TDAH est un facteur à risque aussi. Les facteurs relationnels, communautaires, bien sûr, et les facteurs sociaux, ça on en a parlé. Alors, des facteurs déclenchants des fois qui vont précéder cette manifestation de violence. Et qui doivent nous faire penser à l'entrée dans une pathologie. Il faut qu'on élimine un diagnostic pédopsychiatrique par rapport à la violence. Les nouvelles formes de violence, c'est très important. Donc, ces cyberharcèlements qu'on voit, qui sont très très fréquents, les 12-15 ans qui sont les plus exposés, les micro-violences à l'école qui sont très fréquents, le school bullying, c'est les harcèlements entre les camarades dans l'enceinte même de l'école. Puis le happy slapping, c'est le fait de filmer avec son téléphone des scènes de violence entre les jeunes et le diffuser sur les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, etc. Donc, parce que il y a l'anonymat de l'auteur et puis une diffusion massive et instantanée. Donc, comment dépister? Je pense que vous êtes à l'affût et à l'écoute de toute plainte, surtout somatique, les douleurs récurrentes, rebelles, récidivantes, inexpliquées, céphalées, la chute des résultats scolaires, les maltraitances dans la fratrie, les accidents domestiques répétés, etc., etc. Quelle réponse face à la violence de l'adolescent? Ça nous questionne sur la question fondamentale du lien à l'autre et notamment la capacité à s'identifier à l'autre. C'est vraiment important de parler du lien avec l'autre dans cette question-là de l'agressivité à l'adolescence, parce que dans la volonté de détruire celui qui se dresse sur son chemin, l'adolescent l'autre n'est pas perçu comme un individu à qui l'on pourrait ressembler. Et donc finalement, l'ado choisit de le détruire. C'est ou moi ou lui. Et donc ça va être lui. Et donc ici, on doit distinguer en tant que soignant l'agressivité normale de l'adolescent qui cherche à tester l'autre et à faire ce lien avec l'autre, de l'adolescent qui a une violence destructrice et qui va détruire ce lien. Et c'est celui-là qu'il va falloir certainement faire suivre et pour prévenir juste toutes les complications. Donc le piège. Docteur Drami, je vous remercie.